Alors, passons un petit peu au mécanisme physiopathologique. Là, on a déjà dit, donc selon son importance, la carence martiale va se manifester en 3 étapes successives. Il faut savoir que la première étape, comme je vous ai dit, donc c'est la diminution des réserves en fer. C'est-à-dire la première chose, quand on a une diminution du fer dans l'organisme, la première chose que va faire notre organisme, c'est de consommer le stockage, d'accord? C'est de consommer le fer qui est stocké dans le foie sous forme de ferritine ou de démocédérine. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la ferritine. Donc la première étape, c'est la diminution du taux de ferritine, d'accord? Sans autre conséquence, c'est-à-dire à ce point, il n'y a pas de conséquences. Pourquoi? Parce que le manque est remplacé par le stockage, d'accord, par la partie libérée du stockage. Donc là, la première manifestation, c'est la diminution, logiquement, du taux de ferritine, d'accord. Très bien. Ensuite, diminution du fer circulant, c'est la deuxième étape. Quand on a le stockage qui diminue, le deuxième secteur qui diminue, c'est le secteur plasmatique, d'accord. Donc c'est la diminution du fer qui circule dans le sang. D'où diminution de la saturation de la transférine et augmentation de la capacité totale de fixation. Donc, vous pouvez imaginer la transférine comme une voiture. Quand on a un manque de personnes qui vont monter cette voiture, donc cette voiture va avoir plusieurs chaises qui sont vides, d'accord? Donc, on aura diminution de la saturation de la transférine. La transférine, c'est la protéine qui transfère le fer dans le sang. Et donc, cette transférine, par manque de fer, elle n'est plus saturée en fer, parce qu'il n'y a pas du fer. Et donc, cette saturation de la transférine va diminuer. Au contraire, sa capacité totale de se lier au fer, elle augmente, parce qu'il n'y a pas assez de fer. D'accord? Donc, il y a plein de chaises vides, disons, dans la voiture, disons, qui est la transférine. Et donc, la capacité de cette transférine à fixer des molécules de fer augmente, d'accord? Donc, augmentation de la capacité totale de fixation du fer. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, par diminution du fer circulant, la transférine devient de plus en plus vide, disons, en fer. Et donc, sa saturation diminue. Et au contraire, sa capacité de fixation augmente. Et la troisième étape, d'accord, quand le stockage diminue, le secteur de transport, le secteur plasmatique diminue, le troisième secteur qui est touché et le dernier secteur qui est touché, c'est le secteur de la moelle. Donc, quand on n'a pas assez de fer au niveau de la moelle, là, la synthèse de l'hémoglobine diminue, d'accord? Et donc, on a déjà dit que le fer intervient dans la synthèse de l'hémoglobine. On aura des globules rouges qui sont hypochromes, c'est-à-dire pauvres en hémoglobine, d'accord? Et augmente l'activité mitotique des érythroblastes qui est responsable de la microcytose. Je ne sais pas s'il y a un schéma ici. Il n'y a pas un schéma, je vais expliquer comme cela, d'accord? Au niveau de la moelle, il y a des cellules, d'accord, qu'on appelle précurseurs. Et ces cellules précurseurs vont entrer dans une chaîne, une cascade de maturation pour avoir des cellules matures, d'accord? La cascade de maturation des globules rouges passe par différentes cellules, d'accord? Érythroblastes basophiles, acidophiles, etc. Pour finir à obtenir un globule rouge qui est mature, ce globule rouge mature, d'accord, il va passer vers le sang, d'accord, parce qu'il est mature. À fur et à mesure que les cellules se maturent, ils deviennent chargés en hémoglobine et leur taille diminue. D'accord, gardez ça en tête. À fur et à mesure que les précurseurs maturent, pour obtenir le globule rouge qui est mature, les cellules deviennent de plus en plus petites et de plus en plus chargées en hémoglobine. C'est-à-dire la première cellule, elle est grande, elle est pauvre en hémoglobine. La deuxième cellule, elle est un peu plus petite et plus chargée en hémoglobine, jusqu'à l'obtention du globule rouge qui est plus ou moins petit et vraiment chargé en hémoglobine. D'accord? Et tout ça, c'est une cascade de maturation en même temps de mitose. D'accord? Quand on a une carence en fer, la diminution de la synthèse de l'hémoglobine, il faut savoir que l'hémoglobine, quand la cellule devient vraiment chargée en hémoglobine,
elle va arrêter la cascade de mitose, d'accord? C'est-à-dire il n'y a plus de mitose, la cellule devient mature et quitte la moelle. Quand il n'y a pas assez de fer, la cellule, malgré, il n'y a pas un problème de maturation, la cellule, elle se mature le plus normalement possible, mais il y a un défaut de synthèse d'hémoglobine, d'accord? Et tant que la cellule, elle n'est plus saturée en hémoglobine, parce qu'il y a une carence en fer, la cellule ne va pas donner ce signal d'arrêt de mitose. Et donc les mitoses toujours vont être là, et à chaque fois qu'il y a des mitoses, les cellules deviennent de plus en plus petites. C'est pour ça qu'en cas de carence en fer, non seulement les cellules sont pauvres en hémoglobine, donc hypochrome, donc c'est une anémie hypochrome, c'est-à-dire la teneur des globules rouges en hémoglobine, elle est vraiment diminuée, et en même temps, les cellules sont vraiment petites, microcytaires, c'est-à-dire leur VGM, je vous ai dit que le VGM, c'est entre 80 et 100 pentolitres. Généralement, dans la carence en fer, il est inférieur à 80 pentolitres, c'est-à-dire que les cellules sont vraiment petites parce que les mitoses ne s'arrêtent pas, parce que les cellules ne sont jamais chargées en hémoglobine comme il faut, à cause de cette carence en fer. J'espère que c'est clair. Et donc finalement, pour dire qu'il y a une anémie ferriprive, première condition, quand on fait notre hémogramme, on va voir par la suite, on va voir cette anémie. Quand on fait le bilan du fer, on va retrouver cette carence en fer, d'accord? Pour dire que c'est une anémie ferriprive. Très bien. Alors, diagnostic de l'anémie ferriprive, donc signe fonctionnel de l'anémie. Donc, l'anémie, malgré est un signe biologique elle-même, mais elle peut donner plein de signes qui orientent qu'il y a une anémie. C'est le syndrome anémique. À côté de cette anémie ferriprive, on va retrouver d'autres signes qui vont nous orienter vers la pathologie sous-jacente qui a donné ces signes. Donc, on doit retrouver les signes d'appel de la maladie sous-jacente ou bien découverte fortuite lors d'un bilan. Là, c'est pour les circonstances de découverte. L'interrogatoire minutieux, l'âge, les habitudes alimentaires, le cycle menstruel, les antécédents obstétricaux, troubles de transit. Parce que là, face à une anémie ferriprive, il y a une multitude de signes. Il y a une multitude de pathologies. Non seulement les pathologies hématologiques, mais en cas d'anémie ferriprive, il y a plein de pathologies qui peuvent être en cause. Alors, les signes cliniques, on va retrouver logiquement un syndrome anémique, d'accord? Et les signes de sidéropénie, c'est-à-dire les signes de la carence martiale. Quels sont les signes de la carence martiale? C'est les troubles de Fanner, c'est les ongles qui sont cassantes, qui sont striés, c'est les cheveux qui sont secs, qui chutent rapidement, c'est les fissures, c'est les atrophies de la muqueuse, c'est dans de rares cas les troubles de comportement pica, c'est-à-dire l'ingestion de quelque chose qui n'est pas alimentaire, comme terre, plâtre, la trichophagie, les cheveux, phagophagie, la glace, d'accord? Très bien, tout ça sont des signes de la carence martiale. Vous voyez là les signes de la carence martiale. Très bien. Maintenant, comment confirmer notre anémie? Par, en première intention, logiquement, de faire un FNS, hémogramme. Donc, on doit retrouver l'hémogramme taux de réticulocytes qui va montrer une anémie, vous voyez, microcytaire, d'accord? Hypochrome, A régénératif. Pourquoi A régénératif? Parce que le problème, il est central. On a déjà une carence en fer, la moelle ne peut plus synthétiser, donc le problème est central. Là, avec un taux de globules blancs normal, comme on peut retrouver un taux de plaquettes normal ou élevé, qu'on appelle hyperplaquétose d'entraînement, la moelle, quand il y a cette anémie, elle va essayer de synthétiser plus de cellules. Et comme elle va synthétiser plus de cellules, elle va synthétiser plus de plaquettes. D'accord? Plus de plaquettes. Elle ne va pas seulement synthétiser plus de globules rouges pour combler le manque, mais elle va synthétiser aussi des plaquettes, ce qu'on appelle l'hyperplaquétose d'entraînement. Frottis sanguin, anisopoikilocytose. Aniso, c'est-à-dire trouble de taille, donc on aura des cellules qui sont vraiment petites, avec, vous voyez, microcytose.
hypochromie, c'est-à-dire les cellules vont apparaître vraiment pâles, ne sont plus rosées parce qu'ils ne sont pas vraiment chargés en hémoglobine. Très bien. Alors, on va pratiquer cette fois-ci des examens qui vont nous confirmer qu'il y a vraiment une carence en fer. D'accord? Qu'il y a vraiment une carence en fer. Quels sont les examens qui vont nous confirmer? C'est l'acidérémie, c'est-à-dire le taux de fer dans le sang. D'accord? La normale, vous voyez qu'il est entre 70 et 120 microgrammes par décilitre, sont des valeurs à apprendre par cœur. Et l'acidérémie, c'est à partir inférieur à 70 microgrammes par décilitre. Bien sûr, vous voyez que la capacité totale de fixation de la transférine, on a déjà dit qu'en cas de carence en fer, elle augmente. Et donc la normale, c'est entre 250 et 350. Et on la retrouve supérieure à 350. Bien sûr, ferritinémie effondrée, c'est logique. La forme de stockage, c'est la première forme qui est touchée en cas de carence martiale. D'accord? C'est pas logique de retrouver un fer sérique diminué alors que la ferritine, elle est sauf dans certains cas inflammatoires. Peu importe. Donc la ferritine, elle est effondrée. Donc inférieure à 20 microgrammes par décilitre chez la femme, inférieure à 30 chez l'homme. D'accord? À partir de là, on peut calculer la capacité de saturation, d'accord, qui est le fer sérique sur TIBC fois 100, et elle devient inférieure à 16%. Donc, récapitulons un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une anémie ferriprive? Si on fait un hémogramme, on va retrouver notre anémie microcytaire hypochrome A régénératif. D'accord? Ça nous oriente qu'il peut s'agir d'une carence en fer. On fait les examens qui vont confirmer la carence en fer. Donc, on va retrouver le fer serré qui est diminué, la capacité de fixation qui est élevée et le coefficient de saturation qui est diminué. D'accord? Parce que la transférine n'est plus saturée en fer. C'est pour ça que ce coefficient de saturation qui est égal au fer sérique sur la capacité de fixation, il est diminué. Valeur normale, c'est 30%. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire 30%? Ça veut dire la transférine, elle est saturée en 30% par rapport à la transférine totale. D'accord? 30% c'est du fer. Et donc on aura cette saturation qui diminue à cause de la diminution du fer. Très bien. Bien sûr, le test thérapeutique au fer, là c'est vraiment rare de faire ce test parce que généralement les moyens biologiques sont suffisants pour retenir le diagnostic de la carence en fer. Mais quand ces moyens biologiques ne sont pas disponibles, on peut faire un test thérapeutique au fer, c'est-à-dire de remplacer le manque en fer. Et si on a une hématopoïèse qui est efficace entre le 7e et le 10e jour, vous voyez une crise réticulocytaire, c'est-à-dire que vraiment, il y avait une carence en fer. C'est ça le test thérapeutique au fer. D'accord? Pourquoi 7 à 10 jours? Parce que généralement, l'hématopoïèse de la cellule immature vers la cellule la plus mature, elle nécessite 7 à 10 jours. C'est-à-dire 7 à 10 jours après l'installation, après la restauration du manque, on aura cette crise réticulocytaire qui indique qu'il y a de l'hématopoïèse. Et donc, finalement, il y avait réellement un manque en fer. D'accord? Très bien. Alors, autre diagnostic différentiel, il faut savoir quand on retrouve une anémie microcytaire hypochrome, ça ne veut pas dire carence en fer, d'accord? Il y a plein de mécanismes, notamment l'inflammation, la thalassémie, etc. Donc, il y a plein de pathologies. Donc, vous voyez, il y a plein de pathologies qui peuvent donner une anémie microcytaire hypochrome. Donc, une fois qu'on retrouve à l'hémogramme une anémie microcytaire hypochrome, c'est pas synonyme d'anémie ferriprive, d'accord? Le mécanisme peut être différent et si on retrouve une carence en fer, réellement, la cause de cette anémie, c'est la carence en fer. Après la cause de cette carence en fer, les étiologies sont multiples. D'accord? Très bien. Alors les étiologies, comme je vous ai dit, soit carence d'apport, soit perte excessive, soit une malabsorption. Donc soit il y a une carence d'apport, c'est-à-dire qu'il y a un cas où les besoins sont grands par rapport aux besoins normaux, soit un état d'allaitement, un nourrisson, d'accord, ou le régime lactofarineux exclusif, c'est-à-dire une alimentation qui est pauvre en fer, carence d'apport, l'adolescent et le sujet âgé malnutri. D'accord? Très bien.
mauvaises conditions socio-économiques. La perte excessive, les pertes excessives, c'est généralement les hémorragies. D'accord? Quand on a une hémorragie quelconque au niveau du tube digestif, généralement, que ce soit un ulcère ou autre, toute cette hémorragie est un sang perdu. Et tout sang qui est perdu, il contient du fer. Donc c'est un manque du fer. À l'état normal, quand on fait l'hémolyse, le fer est réutilisé pour constituer d'autres globules rouges. Là, c'est un sang qui est perdu carrément. D'accord? Donc là, tout type d'hémorragie interne, que ce soit digestive, que ce soit génitale chez la femme ou autre, don de sang excessif, saignement provoqué, des menstruations qui sont vraiment une perte excessive de sang, tout ça peut causer une carence en fer et logiquement une anémie microcytaire hypochrome. D'accord? Et toutes les pathologies qui peuvent causer une malabsorption, notamment la maladie cœliaque, une gastrectomie, peuvent causer une carence en fer et donc l'anémie. D'accord? Donc si vous voulez, l'anémie est un signe biologique et la carence en fer est un mécanisme de cette anémie. D'accord? Donc une pathologie, à l'aide de ce mécanisme qui est la carence en fer, va donner notre anémie. D'accord? Très bien. C'est ça l'anémie fériprive. Bien sûr, le traitement, le but, c'est un traitement symptomatique de corriger dans le premier plan l'anémie, d'accord? Et pour corriger l'anémie, tant qu'elle est en relation avec la carence en fer, donc il suffit de donner le fer pour corriger l'anémie, ça c'est le traitement symptomatique. Et on doit corriger l'étiologie quelconque. S'il y a par exemple défaut d'apport, on doit faire une alimentation riche. S'il y a maladie cœliaque, il y a le traitement spécifique et le traitement c'est généralement l'éviction des éléments qui sont riches en gluten. S'il y a un ulcère gastrique ou autre qui cause un saignement quelque part dans le tube digestif ou autre, il faut le corriger, d'accord? Parce que la correction de l'anémie elle-même ne corrige pas l'étiologie. Donc il faut corriger l'anémie, traitement symptomatique, et le traitement spécifique. D'accord? Pour corriger l'anémie, tant qu'elle est en relation avec une carence en fer, donc le traitement martial est prescrit. D'accord? La voie orale, c'est la plus utilisée, vous comprenez, sous forme de comprimé. D'accord? Il y a plusieurs formes, sans rentrer dans les détails. Il faut savoir que c'est un traitement, voilà, c'est mentionné là. Voilà, très bien. Alors, les effets secondaires, il faut savoir que le fer peut causer des effets secondaires. Le plus fameux effet secondaire, c'est la coloration noire des selles. D'accord? Très bien. Voici les posologies, rien à expliquer là. D'accord? Il faut savoir aussi que la durée du traitement du fer, c'est de 6 mois. D'accord? C'est de 6 mois. Dans de rares cas, on peut utiliser la forme injectable. La forme injectable, vous déduisez très bien que quand il y a un problème d'absorption. Quand il y a un problème d'absorption, quand on donne du fer, il y a un problème toujours d'absorption et donc ce fer ne va pas être absorbé. D'accord? Quand il y a un problème d'absorption, la forme injectable devient nécessaire. D'accord? Très bien. Pour les indications, quand il y a une malabsorption, réparation rapide de l'anémie, pour corriger rapidement de l'anémie, ou bien une intolérance digestive à la voie orale, ce qui est rare. D'accord? Très bien. Vous voyez bien que la correction de l'anémie, tant qu'elle est en relation avec carence en fer, donc on supplémente en fer. D'accord? Et vous voyez bien que la transfusion en culoglobulaire n'est indiquée que lorsque le syndrome anémique est mal toléré. C'est-à-dire il y a une dyspnée, il y a vraiment un syndrome anémique qui est vraiment mal toléré. On peut faire une transfusion ou une anémie qui est vraiment sévère. Donc on ne peut pas attendre le fer Alors le fer pour qu'il fait son action. Et donc là, on doit faire une transfusion et bien sûr la supplémentation en fer est nécessaire. D'accord? Très bien. Alors, comment surveiller notre traitement oral? Généralement, la moitié du déficit en hémoglobine se corrige en 21 jours. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a une anémie à 7 grammes par litre, d'accord? Le taux normal, c'est de 12. Et donc, on a un manque de 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 5. D'accord? De 5 grammes par décilitre. Le manque est de 5 grammes par décilitre. 2,5 grammes par décilitre doivent être ajoutés, d'accord? Donc le moitié de notre déficit doivent être ajoutés à la valeur initiale, c'est-à-dire 7 plus 2,5, c'est 9,5. Donc si un patient qui vient avec 7 grammes par décilitre
aux 21 jours du traitement par le fer, il doit avoir approximativement 9,5 g par décilitre. D'accord? Correction du taux d'hémoglobine en 2 mois. Et bien sûr, les réserves et le stockage est restauré en 6 mois. C'est pour ça qu'on a 2 mois de correctrice et 4 mois pour restaurer les réserves du fer. Et bien sûr, traitement étiologique comme cela est possible. Quand on a par exemple une grossesse, c'est pas un état pathologique. C'est pour ça qu'on a dit quand cela est possible. D'accord? Très bien. Bien sûr, on a dans certains cas un traitement préventif par du fer. Quand on a une femme enceinte dès le 4e mois de grossesse, un donneur de sang régulier pour prévenir cette anémie dès le début. Et quand la cause du saignement n'est pas retrouvée, un traitement martial cyclique est bien sûr nécessaire jusqu'à ce qu'on retrouve le saignement où il se situe. On restaure l'étiologie et donc on aura correction de l'anémie. Alors qu'en conclusion, l'anémie ferriprive est le diagnostic facile. Donc son traitement est bien quantifié tant curatif que préventif. Et bien sûr la supplémentation au fer, je vous ai dit, ne doit pas faire oublier la recherche de l'étiologie quand il y a une étiologie quelconque pour traiter la pathologie et bien sûr restaurer et corriger l'anémie. Bien sûr, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous et bien sûr à la prochaine.